Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale est toujours secouée par la situation au Moyen-Orient. La crise, oui, effectivement, ça continue d'occuper une place centrale. Mais Donald Trump a déclaré un cessez-le-feu. Il a déclaré un cessez-le-feu qui a été partiellement violé. Il faut savoir que... non, par Israël. Encore? Ça a été violé par Israël. L'Iran a répliqué. Et quand Israël s'apprêtait encore à riposter, je crois que Donald Trump a dû taper du poing sur la table. Et donc, les Israéliens ont expliqué hier en soirée qu'ils n'allaient pas... Ils n'allaient pas reporter la nouvelle riposte, mais ils n'allaient pas frapper durement l'Iran. C'est-à-dire qu'ils allaient quand même faire un geste. Ils allaient envoyer des avions qui allaient certainement survoler l'espace aérien iranien, mais sans faire de frappe de missiles. C'est ce qu'ils ont dit. Mais derrière, Israël se comporte comme les petits voyous du quartier quand on était jeune. Mais derrière, en réalité... Le nerveux qui sait qu'il a des grands frères, donc il fait le désordre. Oui, c'est parce que aussi, oui, exactement, le petit dernier qui sait qu'il a des grands frères qui sont forts, qui sont puissants et qui terrorise un peu... en fait, le petit dernier qui a quitté le quartier, qui allait s'installer ailleurs, et comme il sait qu'il a laissé ses grands frères pas très loin de là, donc le nouveau quartier sur lequel il est venu s'installer de manière illégale, le terrain ne lui appartenait pas, il est venu s'installer là, et puis commence à terroriser les voisins. En comptant sur ses grands frères. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que les données, les époques ont changé. Pourquoi? Grâce à l'information. Avant, en 1987, lors de la première intifada, donc la première vraie révolution palestinienne, elle avait été réprimée avec une énorme violence. Sauf que les informations venaient un peu de manière décalée. Donc, le monde entier n'avait pas été informé, mais n'avait pas véritablement senti la gravité du moment. C'est a posteriori qu'on a senti qu'il y avait une volonté de la part des Palestiniens de montrer leur ras-le-bol et de vraiment se révolter. La même chose lors de la seconde intifada en 2004, en 2001, pardon. Il y a eu aussi cette volonté de révolte. Mais là aussi, on était encore à une époque où les réseaux sociaux balbutiaient, commençaient à peine, et donc on ne voit pas. Mais là, avec ce qui se passe à Gaza, c'est qu'on a une époque où tout le monde est connecté, les Palestiniens y compris sont connectés, donc tout le monde voit les massacres qui sont perpétués là-bas. Et donc ces massacres-là durent depuis 2 ans. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, Israël a du mal à maintenir seulement le discours en disant qu'il s'attaque au Hamas, il s'attaque aux terroristes, que les Palestiniens sont des terroristes et qu'Israël reste un État démocratique qui respecte les droits humains. Donc, ce discours-là ne parle plus. Et puis, cette volonté à chaque fois de la part d'Israël de vouloir écraser tout ce qu'elle considère comme étant une menace pour elle, c'est-à-dire la plupart des milices qui certes sont soutenues par certains États, en l'occurrence l'Iran, si on parle du Hezbollah au sud Liban ou bien encore des Houthis au Yémen, effectivement derrière il y a l'Iran qui agit en soutien, mais il y a aussi d'autres organisations comme les Frères musulmans qui sont soutenus par le Qatar et qui ne font pas l'objet de menaces véritables, de menaces guerrières, au sens même du terme. Donc, on voit bien que derrière, il y a c'est-à-dire qu'Israël a usé et abusé de sa position au point où maintenant, aujourd'hui, les choses commencent à se retourner. Il faut savoir que la semaine dernière, le Parlement européen a voté une mention visant à contraindre Israël, visant l'Union européenne à revoir son accord d'association avec Israël au motif que Israël ne respecterait pas certaines dispositions de cet accord, c'est-à-dire qu'Israël devait respecter la démocratie et les droits de l'homme, y compris sur les territoires sur lesquels elle a une certaine autorité. Donc, on voit bien que les massacres qui sont perpétrés depuis 2 ans montrent à suffisance qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme en ce qui concerne la bande de Gaza. Et donc, par conséquent, certains pays ont demandé à ce que, évidemment, c'est les Pays-Bas qui ont déposé ces mentions de révision de l'accord d'association demandant des sanctions
demandant potentiellement des sanctions contre Israël, même si beaucoup de pays ont voté pour, l'Allemagne et l'Italie ont voté contre et la Hongrie a fait jouer son droit de veto, mais on voit déjà, pour la première fois depuis que cet accord d'association a été signé entre l'Union européenne et Israël, on voit bien que véritablement le vent commence à tourner. Et puis, même aux États-Unis, y compris au sein de la base néoconservatrice et ce qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again, donc les partisans les plus durs de Donald Trump, commencent évidemment à voir d'un très mauvais œil cette forme d'implication militaire qui s'est soldée par l'intervention militaire, le bombardement des sites iraniens des États-Unis, puisque cette base néoconservatrice-là et cette base MAGA voient d'un très mauvais œil, et surtout qu'ils avaient fait confiance à Donald Trump, qui leur avait promis qu'il n'allait pas engager les États-Unis sur un nouveau théâtre de combat. Donc je pense que le fait que la trêve ait été obtenue, et ça certains analystes commencent à l'expliquer, vient de deux côtés. Un, il y a cette base électorale MAGA et néoconservatrice qui est contre la guerre, qui est contre le fait que les États-Unis puissent s'engager sur un nouveau théâtre de guerre. Et surtout, il y a aussi les alliés des États-Unis dans la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, Oman, ces pays-là qui, bien entendu, sont des alliés indéfectibles des États-Unis, mais dont les opinions publiques sont évidemment favorables en soutien à l'Iran, parce que c'est un pays musulman. Et donc, ces pays-là craignent qu'une entrée des États-Unis en guerre contre l'Iran risquerait de fragiliser ces régimes-là qui sont des alliés des États-Unis. Donc, ces pays-là, ça, c'est le premier facteur. Et puis, le deuxième facteur, c'est la position géographique et stratégique de l'Iran. L'Iran contrôle un point de passage qu'on appelle le détroit d'Ormuz, par lequel transite 40% du pétrole mondial. Il faut savoir que l'Assemblée nationale iranienne a voté une motion qui reste encore à être validée par le Conseil militaire suprême de fermeture du détroit d'Ormuz. En cas de fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite 40% du commerce du pétrole mondial, du pétrole et du gaz mondial, cela risquerait déjà de faire grimper de manière exponentielle les prix du pétrole et du gaz, et ça risquerait d'impacter durablement des pays qui ne sont pas des producteurs. C'est la raison pour laquelle la Chine aussi est intervenue aux côtés de l'Iran pour essayer de le dissuader de fermer le détroit d'Ormuz, et aussi pour essayer de continuer à mettre la pression sur les Européens et sur les Américains pour que ces derniers mettent la pression sur Benyamin Netanyahou afin que lui aussi il cesse sa guerre, sa soi-disant guerre préventive contre l'Iran. Donc on voit bien derrière qu'il y a eu des acteurs régionaux et des acteurs régionaux et des acteurs nationaux, pour ce qui concerne les États-Unis, qui ont mis la pression à Donald Trump et qui l'ont obligé à frapper du poing sur la table, ça on le sait, lorsque Israël, après avoir annoncé à Donald Trump qu'il y avait une trêve, après il y a eu une violation de cette trêve-là par Israël qui a tiré quelques missiles sur l'Iran, expliquant qu'en fait c'était l'Iran qui avait violé, mais on sait aujourd'hui qu'en réalité c'était Israël. L'Iran n'avait fait que répliquer à ce nouveau tir de missiles israéliens, et c'est là où Donald Trump avait véritablement frappé du poing sur la table. Quel argument a-t-il usé? Je pense que pour la première fois, il a dû avoir des mots extrêmement durs vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, et ce dernier a dû se rendre compte qu'effectivement, là, Donald Trump était véritablement en colère et il n'allait pas accepter une nouvelle transgression de sa part. Parce que Benyamin Netanyahou aussi, il y a une petite minorité au sein de sa coalition qui l'inciterait à braver, si tu veux, l'autorité américaine en disant que les objectifs des Israéliens doivent être prioritaires, y compris lorsque ceux-ci ne s'alignent plus avec les objectifs ou avec les intérêts américains. Donc, c'est cette petite frange-là que certainement il a voulu écouter, mais il s'est vite rendu à l'évidence que seul, il ne peut pas remporter de guerre contre l'Iran. Il a absolument besoin du soutien des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui fournissent Israël en armes et en moyens financiers pour pouvoir payer et entretenir tout l'arsenal militaire qu'ils ont. Donc, on voit là que derrière, Donald Trump a dû menacer certainement de revoir la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël dans ce conflit-là, pas peut-être dans la région, mais dans ce conflit vis-à-vis de l'Iran. Et donc, Benyamin Netanyahou a dû se résoudre à le stopper et a annoncé que désormais, les objectifs de l'armée vont se recentrer sur la bande de Gaza. Donc, pour lui, il repart encore en guerre parce qu'il a besoin de guerre pour maintenir, si tu veux, le climat d'instabilité qui va empêcher la tenue d'élections qui pourrait véritablement aboutir à un changement de régime et faire que ce soit lui qui tombe, contrairement à ses pays voisins. Donc c'est un peu dans cette configuration-là que l'on se trouve aujourd'hui, et c'est ce qui explique
selon moi, le fait que Donald Trump ait absolument voulu aboutir à ce cessez-le-feu-là. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.